Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Comment optimiser et sécuriser votre taxe foncière commerciale. Je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein d'Aiming et j'ai le plaisir ce jour d'animer ce webinaire. Je suis également accompagnée de nos experts, Albertino Dos Santos, directeur du département consulting fiscal et finance. Bonjour Albertino. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Et de Pascal Louis-Marie, manager en fiscalité locale. Bonjour Pascal. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Alors, ce webinaire est bien sûr enregistré. À la fin de cette session, vous recevrez le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Je vous propose désormais de découvrir ensemble le programme qui rythmera cette fin de matinée. Alors, qu'avons-nous au programme? Dans un premier temps, Albertino abordera la question comment faire face à la flambée des taux. Ensuite, Pascal évoquera comment comparer vos taxes au benchmark d'Aiming, mais également la notion de la taxe sur les bureaux d'Île-de-France à la province Côte d'Azur. Ensuite, Albertino pourra vous faire un panorama des contentieux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'on appellera la TOM durant ce webinaire. Et pour terminer cette présentation, Pascal pourra vous donner des exemples de cas de redevance. Nous terminerons bien sûr avec une session de questions-réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Albertino et vous souhaite un très bon webinaire à tous. Merci beaucoup Lorenza. Alors, la première thématique est effectivement destinée à vous donner un petit peu de visibilité pour faire face à la flambée des taux. Pour cela, je propose de vous présenter trois chiffres qui, vous allez le voir, sont très différents les uns des autres. Le premier est tout un paradoxe, puisqu'en fait, c'est moins 33%. Moins 33%, c'est le chiffre annoncé par la Direction générale des collectivités locales. Et en fait, c'est la baisse des recettes fiscales locales qui est arrivée entre 2021 et 2020, puisque les recettes passent de 97,8 milliards d'euros en 2020 à 65,6 milliards d'euros en 2021. Cette baisse s'explique notamment par la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, moins 21 milliards, et par la diminution de moitié du produit de la CVAE, moins 9,9 milliards. Si cette baisse est compensée notamment par les transferts de TVA à hauteur de plus de 32 milliards, 32,6 pour être exact, le produit des taxes sur le foncier bâti représente tout de même, et c'est notre deuxième chiffre, 34,3 milliards d'euros, soit plus de 52% des recettes de fiscalité directe locale. Alors, dans ce contexte, pourquoi parler de flambée des taux? Parce que le lien direct dont disposent les collectivités locales avec le contribuable sur ces recettes porte sur la détermination d'une part des valeurs locatives et de l'autre, évidemment, des taux. L'évolution moyenne des taux atteint 1,7% en 2023 par rapport à 2022, contre 1,4% en 2022. Ce ne sont pas des chiffres exceptionnels. Rappelons toutefois que l'évolution moyenne des taux n'était que de 0,5% en 2021. Enfin, toujours selon la Direction générale des finances publiques en 2022, si seulement 16% des communes ont augmenté leur taux contre 15% en 2021, ces taux ont tendance à augmenter. Et c'est notre troisième chiffre. En effet, le taux de prélèvement moyen en taxe foncière sur les propriétés bâties est passé de 34,5% en 1999 à plus de 49% en 2022. Il n'est donc pas surprenant que la taxe foncière représente plus de 10% du coût d'occupation et soit l'objet de 14% des contentieux globaux. Juste pour donner une métrique supplémentaire, 14% des contentieux globaux, on parle de 33 100 décisions rendues en matière fiscale et d'urbanisme sur plus de 235 000 décisions rendues en 2022, toutes juridictions confondues. Alors, que faire face à cette complexité? Selon le cycle de vie du bâtiment, plusieurs actions méritent d'être menées et méritent votre attention. Selon que vous êtes en phase de construction, de détention d'occupation ou d'exploitation, ou encore de rénovation, destruction et démolition. Nous allons les voir tour à tour dans le slide suivant. Sans avoir à lister l'ensemble des choses sur lesquelles vous devez porter votre attention, je vais faire un focus particulier sur certaines d'entre elles. Sur les délais déclaratifs d'abord, en cas de création d'établissement, vous avez la fameuse 1447C
pour la cotisation foncière des entreprises 2024 qui est à déposer avant le 31 décembre et exceptionnellement sans décalage de 2 ans. Et évidemment, la déclaration REV dans les 90 jours de l'achèvement des travaux qui vous permet de bénéficier d'un abattement de 40% sur la part communale de la taxe foncière. Mais encore faut-il respecter ce délai. En matière de vérification des taxes, d'autre part, le coût médian dont va vous parler Pascal tout à l'heure, avec le benchmark qui est une base précieuse d'estimation de vos taxes à venir, vous aidera non seulement à projeter vos taxes, mais aussi à les vérifier. Enfin, en matière de restructuration, vous avez une attention particulière sur l'étendue de ces restructurations, qu'on parle de destruction, démolition, rénovation, totale ou partielle. Évidemment, ça n'engendre pas les mêmes conséquences et tout cela a une importance d'une part du point de vue budgétaire, en estimation, mais aussi du point de vue du contrôle de l'imposition. Voilà quelques éléments que je voulais soumettre à votre attention. Merci Albertino. Tu viens de nous parler du benchmark. Alors, à l'écran s'affiche une citation. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Pascal, peux-tu nous en dire plus? Alors en effet, c'est un adage que l'on connaît et que je vous invite à nouveau à prendre à votre compte sur le thème du jour. Alors pourquoi? Premièrement, pour ne pas surréagir, en tout cas ne pas réagir trop vite quand vous regardez, et pour ne pas soulever d'éventuelles sous-impositions, donc des risques cachés dans votre parc immobilier, et également pour réagir méthodiquement, en revanche, en vue de corriger ce qui peut l'être, et sans risque. Alors, d'une part, il y a ce sur quoi il est possible d'agir seul. Ce sur quoi il est impossible d'agir seul. Je préfère de commencer par ça. Donc, les taux, sauf à engager une action de classe, une action de groupe, on ne peut pas faire grand-chose individuellement. L'inflation, malheureusement, c'est un sujet macroéconomique pour lequel on ne peut pas agir. En revanche, en tant que redevable, il nous reste à faire une chose, c'est vérifier si nos locaux ne souffrent pas d'anomalies particulières qui pourraient être corrigées à notre avantage, ou anticiper au mieux l'avenir, donc piloter, monitorer ces taxes. Le meilleur moyen, à notre sens, et toute proportion gardée, c'est pour identifier d'éventuelles anomalies, ça reste la comparaison. Comment? Sur la base d'un benchmark pertinent. Alors, comment comparer vos taxes au benchmark des mines? Il y a deux façons, je dirais spontanées, comparer les taux. Le palmarès des taux, ce n'est pas un critère suffisant pour apprécier le poids des taxes sur un territoire, puisque ça varie d'une collectivité à l'autre, et surtout parce que se cache derrière la taxe des bases d'imposition. Analyser les bases d'imposition uniquement, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus, en tout cas, c'est pas suffisant. Donc, par base d'imposition, on entend valeur locative cadastrale. Alors, en effet, une taxe, c'est le produit de ces deux indicateurs. Et donc, il est bien plus pertinent de se comparer avec des coûts médians, comme l'évoquait tout à l'heure Albertino, des coûts médians de taxes par mètre carré sur son territoire. Je disais, toute proportion gardée. Attention en se livrant à cet exercice, parce qu'en effet, il se peut qu'un écart entre votre coût de taxe foncière et le coût médian observé pour des locaux comparables sur votre secteur se justifie par des éléments ou des événements précis. Alors, on peut parler de construction nouvelle, par exemple, création de surface, on peut parler d'affectations mixtes qui peuvent venir complexifier la lecture de vos avis, ou d'occupants éligibles à telle ou telle exonération, pour ne citer que ces exemples. Mais cet écart peut aussi mettre en évidence des anomalies en votre faveur, donc des risques potentiels associés, ou en votre défaveur, donc de potentielles opportunités d'action, de correction ou d'anticipation. Je laisse Lorenza se rendre sur la slide suivante. Donc, le support très macro proposé par Hemming, vous le voyez, pour apprécier un tant soit peu, encore une fois, la situation, est le baromètre des coûts fonciers. Alors, une 15e édition sera présentée cette année à l'occasion du CIMI, aux alentours du mois de décembre.
Sachez que tout ceci est possible grâce à l'échantillon très représentatif dont dispose Hemming, avec plus de 7000 locaux audités cette année, plus que l'an dernier. Locaux audités par l'ensemble des consultants et experts d'Hemming. La typologie de bureau sur laquelle le baromètre fiscal du coût foncier faisait jusqu'à présent un focus sera étendue cette année à de nouvelles affectations. Donc, ce sera élargi au commerce et aux entrepôts. On ira prochainement dans une granularité supérieure. Alors, vous voyez quelques chiffres à l'écran issus de la 14e édition. Sachez que nos experts œuvrent actuellement pour actualiser ces coûts médians et ils seront communiqués à l'occasion de notre 15e édition. Je souhaitais vous préciser que ce baromètre, qui est traditionnellement statique, deviendra dynamique et de plus en plus dynamique et davantage exhaustif sur Hemming Map, qui a vocation à être la référence nationale et européenne en matière de benchmark sur les coûts fiscaux. Voilà pour ce qui est du baromètre. Merci Pascal pour ton éclairage autour de ce benchmark à travers notre 15e baromètre des coûts fonciers qui, je rappelle, paraîtra en décembre prochain. Tu as abordé la notion de la taxe sur les bureaux. Peux-tu nous en dire plus sur celle-ci? Bien volontiers. Donc, on peut enchaîner sur la slide suivante. Alors, vous le savez probablement déjà, vous l'avez vécu, c'est un poids très significatif dans le coût fiscal de votre immobilier et on peut s'attendre à ce que ça le soit davantage à l'avenir. Pour preuve, si on se fie à ce qui s'est passé en 2022, dans 15 arrondissements de Paris, le coût cumulé de la TB, comme on dit, et de la TAS, taxe annuelle sur la surface de stationnement, dépassait le coût cumulé de la TF et de la TOM. Alors, cet écart était parfois très conséquent, comme dans le 16e arrondissement de Paris, où la TB représentait à peu près 73% du coût global. Dans les Hauts-de-Seine et dans les Yvelines, par exemple, la TB se rapprochait de la taxe foncière. Alors, certes, l'augmentation des taux en taxe foncière en 2023 vient relativiser cette balance au titre de 2023, mais la taxe sur les bureaux reste en tout état de cause un poids important. Alors, pour la première fois en 2023, les propriétaires de locaux professionnels dans les départements 06, 13 et 83, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ont dû répondre à une nouvelle obligation déclarative à condition de franchir les seuils taxables. Pour rappel, 100 mètres carrés pour les locaux commerciaux, enfin pour les bureaux, pardon, 2500 mètres pour les surfaces de vente, les locaux commerciaux, 5000 mètres carrés pour les entrepôts en Ile-de-France et désormais en PACA. Alors, la tarification dans cette nouvelle région est bien moindre qu'en Ile-de-France, si vous regardez bien, mais elle pourrait connaître une croissance significative en 2024. Alors, une petite précision ou un rappel, la TAS n'est pas encore prélevée en PACA. En revanche, il se pourrait que ça fleurisse à l'avenir. Donc, ça pourrait être utilisé comme un levier de financement supplémentaire pour les projets d'autres agglomérations également. On pense notamment à la région toulousaine et lyonnaise, pour ne citer que ces deux exemples. En tout cas, la loi de finances et surtout le projet de loi de finances pour 2024 viendra nous rassurer ou au contraire nous informer d'éventuelles évolutions préoccupantes ou pas en la matière. Voilà ce que je peux vous dire sur la taxe sur les bureaux. Merci beaucoup Pascal. Alors nous venons de voir ensemble comment la taxe sur les bureaux peut varier d'une région à l'autre. Tu as également évoqué la TOM dans la slide précédente. Alors Albertino, peux-tu nous partager des éléments complémentaires à ce sujet? Bien entendu, merci beaucoup Lorenza. La taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, c'est tout un feuilleton, digne d'un feuilleton effectivement. En plusieurs années, on est passé finalement d'une euphorie à la raison. L'euphorie, elle a débuté par une décision du Conseil d'État de 2014 qui se fondait sur une rédaction antérieure à l'article 1520 du Code général des impôts. Le Conseil d'État, dans cette décision, a jugé que la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères n'avait pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers. Le contentieux de TOM était lancé. Dans la mesure où ces déchets non ménagers sont collectés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers, il était en pratique bien souvent difficile, voire impossible pour les collectivités d'individualiser ces dépenses. C'est la raison pour laquelle le législateur a modifié l'article 1520
du Code général des impôts, à compter du 1er janvier 2016, le produit de la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères finance la collecte et le traitement des ordures ménagères, mais aussi des déchets assimilés. Il résulte de la décision du Conseil d'État de 2018 dans l'affaire Casino que lorsque le juge de l'impôt constate l'illégalité du taux fixé compte tenu de la disproportion manifeste du produit par rapport au coût, il lui appartient d'accorder la décharge totale des cotisations de taxes en litige. Alors, c'est quoi la disproportion? Le Conseil d'État a précisé les choses avec un dépassement de l'ordre de 15%. Le nombre impressionnant de réclamations, 11 400 depuis 2014, et de dégrèvements, plus de 115 millions d'euros à la charge de l'État, explique très certainement que la DGFiP ait rédigé en 2022 une note à destination de tous les directeurs départementaux et des finances publiques et des préfets pour rappeler ces chiffres, mais aussi et surtout pour leur rappeler qu'à compter de 2019, ces dégrèvements qui étaient à la charge de l'État sont dorénavant à la charge des collectivités locales puisqu'ils font suite à une contestation, et surtout lorsqu'ils font suite à une contestation par une juridiction du caractère disproportionné. Rappelez-vous, le caractère disproportionné, c'est le fameux seuil de 15%. Si à cela vous ajoutez les actions en reconnaissance de droit, vous comprendrez aisément pourquoi le nombre de communes concernées fond comme neige au soleil et pourquoi les collectivités territoriales aujourd'hui sont beaucoup plus attentives à la détermination des taux. Eh bien, merci Albertino pour ce point détaillé. Maintenant que nous avons exploré le panorama des contentieux de l'atome, Pascal, tu as prévu également de mettre en lumière des exemples concrets, donc de cas de redevables. Alors, je te laisse la parole. Merci Lorenza. Donc, en effet, on a un bon panel d'exemples pour vous illustrer ce qu'on est en mesure de faire, ce que vous êtes en mesure de faire pour maîtriser un tant soit peu vos taxes et pourquoi pas les optimiser. Je vous invite tout de même à privilégier l'expression de vos questions, parce que c'est ce qui est important aujourd'hui lors de ce webinaire. Mais pour commencer, donc, je vous présente ici l'exemple d'une décision favorable obtenue pour un immeuble, un propriétaire d'hôtel à Marseille, un hôtel 3 étoiles, dont nous nous sommes livrés à la vérification des bases d'imposition. Il s'avère qu'on a identifié un levier d'optimisation très significatif qui consistait à remettre en cause la méthode d'évaluation qui était retenue avant notre intervention, puisqu'il s'agissait d'une méthode dite subsidiaire à la méthode de comparaison qui est normalement dévolue aux locaux professionnels, en tout cas la majorité d'entre eux. Et donc, nous sommes parvenus à remettre, à casser la méthode d'appréciation directe qui sert à évaluer le tarif et à faire valoir auprès du tribunal administratif le bon terme de comparaison, donc avec l'accompagnement de notre conseil avocat. Donc, vous voyez en bas à droite les chiffres significatifs liés à cette intervention, 37% d'optimisation de la taxe foncière, près de 400 cas d'économie sur 5 ans, 2 facteurs clés de succès. Naturellement, la mobilisation des ressources idoines pour mettre en place cette action et l'accompagnement de notre conseil avocat, comme je vous le disais, et des échanges les plus efficaces possibles avec le redevable. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple concerne le cas d'une proposition de rectification sur la taxe sur les bureaux. En fait, il s'agissait d'un groupement d'assurance qui nous avait confié l'analyse d'une proposition de rectification qu'il avait reçue pour un immeuble de bureau au titre de SATB sur 3 années pour un montant, comme vous pouvez le voir, très conséquent puisqu'il dépassait les 2 millions d'euros. Ce qui a été réalisé pour aider l'entreprise dans cette situation qui était quand même une proposition très importante comme vous l'avez constaté, ça a été la remise en cause du calcul des surfaces passibles des taxes sur les bureaux compte tenu de la proposition de rectification, contenu dans cette proposition de rectification, et aussi la justification par la production d'un dossier complet contenant les métraits, les détails des surfaces à exclure du champ d'application de la taxe sur les bureaux suite à une visite in situ. Donc effectivement, les facteurs clés de succès, ça a été le respect des délais, je vous en parlais tout à l'heure dans les délais déclaratifs, mais il y a aussi, lorsque vous
supportez une proposition de rectification, vous avez aussi un délai de 30 jours pour répondre, qui est extrêmement court. Donc, ça a été ce respect de délai. Ça a été aussi le suivi administratif du dossier et évidemment la qualité de l'argumentaire élaboré avec un cabinet d'avocats qui a permis d'obtenir une obtention quasi totale sous 8 jours. C'est vraiment un très très beau résultat puisque sur la proposition initiale de plus de 2 millions d'euros, on a récupéré 1 998 000 euros. Alors, le cas suivant, c'est un cas de changement de méthode d'évaluation. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est un cas très intéressant dans la vérification des impositions. Et si je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est justement parce que je savais qu'on avait cette étude de cas qui allait mettre en lumière cette situation. Comme vous le savez, certaines typologies de bâtiments sont, selon leur activité, selon les installations techniques, matériel, outillage dont elles disposent, soit passible de taxe foncière commerciale, soit passible de taxe foncière industrielle. Et évidemment, cela a des conséquences importantes. Et ce qui est incroyable, c'est que ces conséquences, elles sont complètement dépendantes de la temporalité des choses. Je m'explique. Avant la révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux en 2017, être passible de la taxe foncière industrielle revenait à multiplier par 2 ou par 3 votre taxe foncière par rapport à un bâtiment équivalent en taxe foncière commerciale. Aujourd'hui, compte tenu de la révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux, mais aussi et surtout de la baisse des impôts de production, le calcul n'est plus si évident. Selon les situations, selon l'implantation dans laquelle et la commune dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez être dans une situation où la taxe foncière industrielle serait plus avantageuse que la taxe foncière commerciale. Donc, je pense notamment aux catégories d'entreposage, dans la logistique, vous êtes en plein dans cette situation. Donc là, le cas de figure qu'on souhaite vous présenter, c'est celui d'un changement de méthode d'évaluation. Justement, c'est une société qui nous a confié l'audit des taxes foncières d'un local d'activité évalué en méthode comptable, donc en taxe foncière industrielle. La première chose que nous avons réalisée pour notre client, ça a été de vérifier l'absence du risque. Il n'était pas question d'essayer d'optimiser les choses s'il n'y avait pas un risque par ailleurs. La deuxième chose, c'était de recalculer la taxe foncière selon la méthode applicable aux locaux commerciaux, en incluant la réimposition de la taxe pour enlèvement des ordures ménagères, parce que, évidemment, lorsque vous êtes en méthode industrielle, vous êtes exonéré de cette taxe puisque vous êtes obligé de recourir à votre propre service des collectes des déchets ménagers. Donc, basculer en taxe foncière commerciale sous-entend, sauf à ce que vous demandiez une exonération dans le cadre d'une délibération, que vous êtes passible de celle-ci. Et ensuite, le troisième levier, ça a été de proposer un changement de méthode d'évaluation avec un suivi auprès de l'administration fiscale. Les facteurs clés de succès de ce business case, c'est justement la visite in situ et encore la visite in situ avec l'administration pour justifier la proposition de changement de méthode de calcul des taxes foncières, mais aussi la confiance du client dans les propositions soumises à l'administration. Et donc, comme vous pouvez le voir au niveau des résultats, là encore, nous avons eu des résultats significatifs puisque nous avons dépassé le 1 900 000 € d'économie sur 3 ans et surtout une baisse de 54% de taxes foncières. Et ce n'est pas un cas isolé. Merci Albertino. Bon, je peux vous présenter un dernier slide, mais je vous invite plutôt à nous poser les questions. C'est quand même l'objet. Il nous reste 5 minutes. Lorenza, on peut voir éventuellement si nous en avons deux premières. Effectivement. Alors, merci tout d'abord pour votre attention. Merci à nos experts pour cette présentation. Alors, la première question, que peut-on prévoir pour l'avenir en matière de coûts fiscaux et d'augmentation éventuelle? Pascal ou bien Albertino, qui de vous deux souhaite y répondre? Je lève la main, même si ce n'est pas forcément évident de répondre à cette question, on peut s'y attendre. Alors, que peut-on prévoir pour l'avenir? Alors, sans certitude, on peut imaginer que l'augmentation des taux votés par certaines collectivités, parce que je précise que toutes les collectivités n'ont pas augmenté leurs taux, mais c'est vrai que quand ça s'est fait de manière très voyante, je dirais, et très impactante, pour certains d'entre vous, je présume. On peut s'attendre à ce que ça décélère un petit peu ou que ça se stabilise, mais on sait que les bases d'imposition, en tout état de cause, évolueront au regard du contexte économique. Alors,
Sachez qu'il faut examiner la situation de façon différente en fonction des affectations. Il s'agit de locaux professionnels, locaux industriels ou encore habitations. Vous êtes probablement concerné par cette dernière affectation. Alors, les deux dernières, industrielles et locaux résidentiels, connaissent un impact plus immédiat, je dirais, du facteur de l'inflation, de par leur méthode de calcul, sans entrer dans les détails. En revanche, pour les locaux professionnels, on peut vous faire part d'un impact plus différé. Pourquoi ? En raison du calcul différent, je vous le disais, et notamment lié au fait que les bases d'imposition sont calculées en tout ou partie sur la base d'une grille tarifaire qui est calée sur les loyers acquittés par les occupants. Donc, on connaît l'impact sur ces loyers et aussi sur la vacance potentielle des locaux dans le contexte actuel. Sachez, je vous rappelle que ces loyers sont déclarés tous les ans pour répondre aux besoins de mise à jour permanente, la mise à jour de ces locaux professionnels. Ce que vous allez déclarer cette année sera l'image, je dirais, de l'exercice précédent, et ce qui sera déclaré cette année aura comme résultat les tarifs appliqués l'année d'après. Donc, il y a 2 ans globalement de différé. Enfin, concernant les locaux professionnels construits avant 2017, je précise, il faut se méfier de l'effet trompe-l'œil des avis de taxe foncière que vous recevez en raison des mécanismes de lissage de l'impact de la révision des valeurs locatives qui sont parfois très complexes, très difficiles à lire. Et donc, ça, c'est une précaution. On doit en tout cas savoir que la situation en 2024 ne devrait pas particulièrement s'arranger. En tout cas, on peut l'espérer, mais il y aura encore un impact en tout état de cause et une inflation, pour information, elle était d'environ 4,8% en août 2023. Donc, pour les locaux professionnels, ça aura les impacts que vous imaginez. Alors, je vous rappelle qu'il y a une extension de la taxe sur les bureaux et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement dont on peut s'attendre, à laquelle on peut s'attendre. Donc, sans avoir de boule de cristal, on imagine que les leviers vont être pris de ce côté-là. On peut aussi s'attendre à voir s'accentuer des mesures destinées à limiter l'artificialisation des sols. Tout à fait. En tout cas, des mesures destinées à cela, au moins sur le plan communication. Parce qu'on peut parler de l'impact réel de ces mesures qui sont, somme toute, très politiques. Donc, on va parler de tout ce qui a trait aux ZAN, le zéro artificialisation nette. Et donc, je pense naturellement à tout ce qui a trait au stationnement et les stationnements en extérieur. Donc, à observer. En tout état de cause, vous vous en doutez, il s'agira de décisions politiques, locales ou nationales, qui seront liées à l'évolution de la conjoncture, des prochaines échéances électorales. Alors, Lorenza, si tu permets juste une première précision en termes d'anticipation, certains d'entre vous sont probablement concernés. Il reste une catégorie de locaux dont on attend la mise à jour, en tout cas la révision. Il s'agit des locaux résidentiels évalués en H. Alors, sachez que la collecte des données liées à ces locaux est prévue pour 2025. Donc, il risque d'y avoir une communication courant 2024 à ce sujet. Il est normalement prévu qu'en 2026, le rapport du gouvernement soit présenté au Parlement, pour qu'ensuite, l'année d'après, des réunions et travaux de commissions locales se tiennent. Tout ça pour vous dire qu'en 2028, c'est un terme très lointain, la mise en place de la révision des valeurs locatives devrait avoir lieu pour les locaux résidentiels. Voilà pour les perspectives. On a une autre question, oui. Oui. Alors, merci Pascal. On a effectivement une autre question. Y a-t-il une date de prescription pour effectuer un audit des taxes foncières? Alors, évidemment qu'il y a une date de prescription, mais pas tellement liée au fait, rapprochée de l'audit, c'est plutôt la prescription fiscale. Et c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée, au sens où la taxe foncière et la CFE 2022 se prescrivent au 31 décembre de cette année. Et nous pouvons tout à fait intervenir, vous accompagner dans la cartographie de ces impositions-là, mais aussi la taxe sur les bureaux en Ile-de-France 2021. Voilà, donc c'est plutôt une prescription au 31 décembre qui
nous impose d'intervenir avant la fin de l'année pour défendre vos intérêts et ne pas perdre le bénéfice d'une année. Mais si la mission, pour X ou Y raison, n'a pas pu être lancée avant la fin de l'année, de toute façon, elle peut être diligentée en début d'année prochaine. Et à ce moment-là, ce n'est plus sur 2022 que nous interviendrons, mais sur 2023. Merci beaucoup, Albertino. Alors, nous avons dépassé le temps, donc il est 12h30. Ce que je vous propose, donc j'ai l'occasion de vous parler du guide de la fiscalité locale. C'est bon, on voit. Vous voyez, très bien. Alors, effectivement, pour approfondir le sujet, on vous propose de découvrir notre guide voilà, de la fiscalité locale qui est accessible à partir du QR code que vous voyez affiché à l'écran. Donc, c'est un guide qui reprend bien évidemment les différents impôts locaux, leur mode de calcul, les opportunités d'exonération ainsi que les dernières évolutions. Donc, ce guide, il a vraiment été conçu pour vous accompagner dans la maîtrise de vos taxes et donc vous y découvrirez des bonnes pratiques et les conseils de nos experts. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. À votre disposition. Excellente journée. Au revoir. À bientôt.